Autrefois, on appelait surdoués ces enfants précoces qui développent des compétences très particulières dans la maîtrise de langue, de la musique, des sciences ou qui présentent une curiosité et une mémoire hors normes. Aujourd'hui, on parle de personnes HP à haut potentiel car ils présentent un fonctionnement neurologique particulier. Pour qu'ils ne se transforment pas en handicap social, ce potentiel doit être identifié, pour ne pas dire diagnostiqué, et accompagné. Car si quelques-uns vont tirer profit de cette particularité, la développer et faire de brillantes carrières, beaucoup se retrouvent dans de grandes difficultés psycho-affectives. Christophe Ingard est allé à leur rencontre. Qu'est-ce que vous avez construit là? C'est un chargeur USB avec un panneau solaire. C'est un de vos nombreux projets. Voilà, c'est un des 16 ou 17. J'ai toujours le cerveau un peu en surchauffe. Je suis en permanence en léger stress, on va dire. Et puis si je suis cantonné dans une tâche qui en plus m'intéresse pas beaucoup, je m'ennuie énormément. Je crois que dans l'idée générale des gens, finalement, c'est plutôt un cadeau. D'ailleurs, en anglais, on dit gifted. Et pourtant, il y a un prix à payer pour ce cadeau. Pour moi, ça a plutôt été négatif parce qu'il y avait un déséquilibre entre mon intelligence rationnelle et mon intelligence émotionnelle qui était moins bonne. T'es content d'avoir sauté les 2 classes? 3 maintenant, oui, c'est sympa, au moins ça évite de s'ennuyer. Il n'y a rien d'élitiste ou d'arrogant à être HP. Il y a de la souffrance et de l'incompréhension et une recherche constante de reconnaissance pour exister. Bienvenue dans l'univers pas toujours simple ni brillant des hauts potentiels intellectuels. On les surnomme surdoués ou précoces. On les repère officiellement grâce à un test de QI et un bilan psychologique. Ici, vous avez un QI de 100. Ça, c'est le QI normal. Voilà, exactement, entre 85 et 115. Donc, on a 68% de la population qui se situe ici. Pour les hauts potentiels, ils vont se situer à partir de 130 et on va retrouver 2,5% de la population. Puis à l'inverse, vous avez le retard mental avec des déficiences intellectuelles, donc 2,5% de la population avec un retard mental. Si en dessous de 70 points de QI, les assurances sociales reconnaissent un fonctionnement mental différent nécessitant de l'aide, qu'en est-il à l'autre extrême de la courbe? Ce n'est pas qu'un cliché, c'est dans le monde technoscientifique très créatif que l'on retrouve beaucoup d'adultes HP, de la Silicon Valley aux startups de la zone industrielle de Fribourg. Premier point commun, un cerveau boulimique. Ça, c'est l'outil de gestion de projet. Là, c'est la gestion de l'entreprise, le convertisseur pour les cellules. Ça, c'est un projet commun pour récupérer de l'énergie sur des serres agricoles, la gouvernance informatique, les idées générales, le labo d'électronique. Ça, c'est un banc de mesure pour les appareils. C'est un autre projet pour mon boss. C'est le chargeur USB sur lequel je travaillais tout à l'heure. C'est un kit de démo. Ça, c'est un projet CTI sur des piles à combustible à microbes avec nos modules. Et ça, c'est un lampadaire photovoltaïque. Ça fait pas un peu beaucoup? Non, ça va. Bah, sinon, je m'embête si j'ai pas tout ça. Et quand cet ingénieur rentre chez lui, ça continue. Et là, vous travaillez sur quelle invention? C'est un système pour protéger les maisons contre les inondations quand il y a des conduites qui cassent. Ça détecte les variations de débit bizarres et puis ça ferme un robinet. Donc un projet de plus encore? Oui. Celui-là, c'est privé. Et vous dormez quand? La nuit. Il fait pas encore nuit. Mais même la nuit, je réfléchis en fait. Le cerveau, il tourne tout le temps. Voilà. Bon, je dors quand même un peu. Mais puis je me lève plus la nuit pour prendre des notes. Je le faisais avant, mais maintenant je le fais plus. Guy Corbat a 56 ans. Aujourd'hui, son parcours s'est un peu stabilisé. Une vie de famille dans cette belle ferme à la campagne et un travail qui lui plaît. Mais professionnellement surtout, ça n'a pas toujours été facile. Dans la plupart des grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on passait énormément de temps en réunion.
Et ça, c'est le moment le plus ennuyeux pour moi. Et j'avais même des fois tendance à somnoler ou à m'endormir pendant les réunions parce que j'y voyais pas d'intérêt quelque part. Quand je discute avec quelqu'un, je m'ennuie aussi assez rapidement parce que quand la personne parle, j'arrive à sentir rapidement où elle veut venir. Puis j'ai tendance à terminer ses phrases pour elle. Donc maintenant, j'essaie de me contrôler parce que ça frustre les personnes qui sont en face de moi. Mais le fait d'attendre que la personne dise ce qu'elle a envie de dire alors que je le sais déjà, je dois vraiment beaucoup me concentrer pour garder le contact avec la personne, sinon je m'ennuie et je décroche rapidement. Et puis là, je passe peut-être pour quelqu'un d'arrogant, alors que ce n'est pas du tout le cas. Incompréhension mutuelle, conflit avec les collègues et les supérieurs. Guy a tellement changé d'employeur et d'orientation professionnelle qu'il n'ose même plus montrer son CV aux ressources humaines. Guy, c'est quelqu'un qui a tendance à penser trop. Et ce trop n'est pas toujours facile à gérer dans le cadre de l'entreprise. Avec cette hyper-créativité, cette hyper-intellectualisation, on va dire, une idée en générant 10, qui chacune en générant 10 autres, on se retrouve vite à avoir quelqu'un qui a tendance à toucher à plein de choses, qui a parfois besoin d'être cadré, et qui finalement a du mal à rester confiné dans une case telle qu'on le voit dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, qui définit les choses de manière très précise et très carrée. Être HP, c'est plutôt un atout ou un handicap? Parfois, quand je suis tout seul dans mon bureau en train de bricoler, c'est plutôt un atout parce que j'arrive à développer tout plein de choses. Mais quand je suis en société, j'ai des fois l'impression que c'est un peu un handicap. Pour certains, c'est en tout cas un cadeau empoisonné et empoisonnant. Car, deuxième point commun, une hypersensibilité émotionnelle, parfois même sensorielle. Tout est trop, ça déborde souvent et ça dérange. Comme en témoignent les participants de ce groupe de parole. Bonjour à tous. Ce soir, effectivement, on va parler des émotions. Alors, pour les hauts potentiels, les personnes hypersensibles, les surstimulés comme on les appelle, la question des émotions est souvent une question qui est plus importante, en tout cas qui revient plus souvent que la question de l'intelligence. Je crois qu'une des choses qui est particulière, c'est peut-être l'amplitude des émotions, qui est très haute ou très basse. Une caresse est un souffle, un son est un bruit intense, un revers de fortune est une tragédie, une joie c'est l'extase, un ami c'est un amoureux c'est Dieu, et un échec c'est la mort. Et c'est vrai que moi je me retrouve beaucoup là-dedans parce que tout est tellement vécu avec une intensité presque dramatique, et c'est pas évident de gérer ça. Ça, je crois que c'est très important. Le fait de mieux comprendre son fonctionnement, peut-être qu'il y a déjà là une piste très intéressante pour améliorer les choses. C'est juste une caractéristique. Qu'est-ce que j'en fais de cette caractéristique ? Souvent, ce sont les personnes qui ont un gros déficit de confiance en elles. Et donc, elles sont toujours en décalage comme ça entre le fait que les autres les perçoivent comme allant très très vite et elles se percevant comme ayant un problème ou comme étant différents. Et ce décalage-là crée énormément de souffrance. Un trop grand QI pour être heureux. Un paradoxe et une souffrance taboue qui explique ici l'anonymat. C'est rare les gens qui ont toutes les intelligences réunies en une seule personne. Et j'étais comme beaucoup de HP. J'avais certaines intelligences, mais d'autres pas. Et c'est ce déséquilibre qui a fait que j'ai eu des problèmes dans la vie. Je suis tombé d'un coup. J'étais pas en haut, mais j'étais bien. Et je suis descendu tout en bas. Dans les années 70, Charles est un brillant étudiant en physique théorique, professeur de ski, comprenant 8 langues. Un QI plus élevé que 99% des étudiants de l'EPFL. Mais sa gestion des émotions va durement le sanctionner. Quand j'ai passé mon travail de diplôme, j'avais fait un travail de diplôme très long, de 4 ans, qui était gros comme une thèse. Et j'ai défendu sur une estrade, et j'ai eu une bonne note. Et en descendant de l'estrade, il y avait cet assistant suisse-allemand
qui m'attendait, qui m'a dit un peu méchamment bon, bah maintenant vous avez 1 mois pour finir le dernier examen. C'était normal qu'ils disent ça puisque j'avais mis très longtemps pour faire mon travail de diplôme, mais il ne l'a pas dit d'une façon aimable, ce qui fait que j'ai réagi d'une façon incontrôlée. J'ai pas réfléchi et je suis parti sur un coup de tête sur les routes. S'en suivront des années d'errance, sans domicile fixe. Charles dormira même dans la rue, ne survivant que grâce à des petits boulots manuels. Un haut potentiel intellectuel court-circuité. Si vous n'aviez pas envoyé balader cette assistante physique, vous seriez où aujourd'hui, vous pensez? Bah, il faut jamais dire si, mais bon, j'aurais une vie complètement différente probablement. Une vie un peu plus pépère, peut-être de physicien, mais on ne peut pas refaire le passé, donc il faut penser au présent et puis c'est tout. Je crois que j'ai acquis un petit peu de sagesse finalement, mais au bout de longues années. Il lui faudra effectivement de longues années pour se reconstruire et retourner à l'université. Entre 2 cours de physique théorique, Charles finit actuellement un doctorat en linguistique. Exemple extrême d'un QI géant au pied d'argile, très sensible à toute forme d'exclusion. Depuis que je suis de nouveau un peu plus stable, j'essaye d'aider les peuples autochtones parce qu'il y a 6000 peuples, il y a 6000 langues, ils représentent 350 millions d'habitants. Et si on ne fait rien, d'ici 200-300 ans, il n'y aura plus qu'une seule façon de penser sur la Terre. Et ça me désole. Et cette passion pour les peuples autochtones, aujourd'hui, vous pensez qu'elle est aussi liée au fait que vous êtes peut-être les HP, un peuple autochtone? Je pense que moi-même, je suis un peuple autochtone. Les HP, je ne sais pas. Mais depuis que je suis tout petit, je suis sensible aux injustices. Intensité, hypersensibilité, urgence à agir. 3 caractéristiques étonnamment extrêmes chez ces surdoués. Guy, par chance, a trouvé depuis quelques mois un chef qui sait gérer ce fonctionnement hors norme. Je pense que c'est mettre en place un outil de gestion de projet, vu la quantité de projets qu'on a, pour qu'on puisse bien planifier tout ça. Donc, mardi, donc le 14, oui, c'est lundi prochain, il y a quelqu'un qui vient présenter une solution de gestion de projet. Toi, tu es d'accord sur le principe? Absolument. Il est bien organisé à la fois dans sa tête et dans sa façon de fonctionnement. Et je crois qu'à nous, ça nous apporte un plus. C'est quelqu'un de formidable. Très multitâche, efficace. Mais ces gens-là, ils ont besoin aussi d'un petit espace pour eux-mêmes pour mieux s'organiser. Donc, c'est pour ça qu'ils travaillent chez nous à 80%, pour garder le 20% pour la créativité pour lui-même. La famille, ça vous aide aussi, ça vous sauve? Alors, tout à fait, mais j'ai 2 enfants HP, donc on a des discussions assez intéressantes parfois, assez déjantées aussi. Et ça fait partie des moments de détente, en fait. Les repas, quand on est en pleine discussion et qu'on part dans des délires intellectuels, des fois, c'est assez drôle. Et les invités, t'en penses quoi? Alors, on fait pas trop ça quand il y a les invités, en fait. Des parents qui se reconnaissent parfois à travers leurs enfants et des enfants qui ressemblent à leurs parents, de quoi questionner l'hérédité de ce haut potentiel intellectuel et donc de ses aspects innés. Si les recherches sur les déterminants génétiques de l'intelligence sont encore rares, il existe aujourd'hui une hypothèse qui se précise dans la communauté scientifique. L'hyperefficacité cérébrale et l'hypersensibilité seraient proportionnelles au QI. Conséquence, un décalage familial, scolaire et intime qui peut très tôt déstabiliser les enfants HPI s'ils ne sont pas compris. L'environnement familial et social est primordial pour un cerveau en devenir. Ça va, Victor? Ces neuroscientifiques français ont toutefois fait des découvertes étonnantes lorsqu'ils ont plongé au cœur du cerveau d'enfants HP.
Sur cette image, donc, qui est une image qu'on a obtenue par IRM de diffusion, on arrive à mesurer la connectivité des faisceaux de substances blanches et on voit sur cette image, en bleu, toutes les régions qui sont mieux connectées chez les enfants HP quand on les compare à des enfants avec un QI standard. Donc on voit que toutes les régions centrales, ici, du corps calleux, ce qu'on appelle ici le genou du corps calleux, et là on voit les grands faisceaux longitudinaux eh bien, qui sont mieux connectés, qui ont une meilleure connectivité, c'est-à-dire où la transmission de l'information se fait de manière plus efficace. En clair, le cerveau serait câblé différemment. Davantage de connexions entre les neurones, des influx nerveux plus efficaces que la norme. Un héritage en or, en partie génétique. La part innée de l'intelligence et du QI, elle est indiscutable. On la voit dès la naissance, quand on est NAIT avec ce potentiel-là, on va le garder, on va l'utiliser, on va le valoriser si on a été reconnu à temps, ou parfois, eh bien, malheureusement, et c'est ce qu'on essaye d'éviter, on peut avoir envie de l'oublier, de le laisser de côté. On ne va pas le perdre, mais on ne va pas le montrer si ça nous met trop en difficulté dans les relations sociales ou à l'école. Et comme dans le monde professionnel, vous allez voir qu'à l'école, un très haut QI peut être un cadeau empoisonné. Cette psychologue genevoise a fait des enfants HP son sujet de thèse. C'est vrai que la première fois qu'on les côtoie, ça surprend. Ça surprend parce que j'ai l'impression parfois que c'est des petits adultes. J'ai rencontré un garçon qui était un passionné de mythologie. J'ai rencontré un autre qui connaissait le nom des vélos du monde entier. J'ai rencontré un passionné de Deuxième Guerre mondiale. Elle parcourt la Suisse depuis 2 ans à leur rencontre. Elle en a déjà vu une centaine. Bonjour. Bonjour. Entrez. Merci. Une image manque. Quelle image? Des enfants curieux, très à l'aise avec ces activités de logique, de mémoire et de raisonnement. Bah, au début, c'est vachement simple, mais après, par exemple là, ça devient des choses bien plus dures. Mais t'aimes ça? Ouais, c'est cool. Il prend les pièces, les formes, et il les met tout de suite au bon endroit. Il est rapide, hein. Il n'y a aucune hésitation. Hein. Alors, je vais regarder combien de temps cela nous prend. Ne va pas trop vite, le plus important. Mais lorsqu'en parallèle, un questionnaire de personnalité est remis aux parents, on remarque déjà que tout n'est pas si simple. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Esteban? Il est très sensible. Ça ressort, je trouve, là, je vois les flèches, c'est soit tout à fait, soit pas du tout. Il est pas trop au milieu. Par exemple, prend la vie du bon côté, prend la défense des faibles, mais d'un autre côté, ils se sont vite incompris, il y a beaucoup d'injustice, ça le révolte, et du coup, ça déborde. Il est très vite envahi par ses émotions. Mais c'est un enfant plein de vie. Plein de vie, mais pas facile à éduquer. Le souci avec lui, c'était qu'il était perturbateur dans sa classe. Et puis qu'on n'arrivait pas à le situer et le rendre heureux dans sa scolarité. Donc pour finir, on lui a fait sauter une classe. Et ça s'est passé bien mieux. C'est fréquent. À l'école, les enfants HP comprennent vite, dérangent ou s'ennuient profondément. Comme Elijah. Lui est entré au lycée français avec 3 ans d'avance. Et au lieu d'avoir congé le mercredi, il suit, à 12 ans déjà, des cours d'aviation. Comment il s'est passé ce premier cours de pilotage? Bien, c'est sur la météo. Ça te plaît? Météo moyen. T'as envie de voler, toi? Ce passionné d'avion de chasse a plus de 145 de QI. Un moteur turbo, même si, à nouveau, à première vue, rien ne le distingue des autres enfants. C'est facile à jouer à ça? Moyen. Parce que pour certains avions, le manuel c'est 600 pages. Ah ouais, 600 pages.
Et toi, t'as tout lu? 300, j'ai pas eu le courage de finir. Je parle beaucoup dans ma tête. C'est-à-dire que je pense plus que je ne dis. Ça va très vite dans ta tête? Oui. Par exemple, les questionnements autour de la mort, Elijah, à 3-4 ans, c'était quelque chose qui était... Il avait déjà survolé le sujet à peu près dans son ensemble, et il avait des questions qui auraient pu même paraître un petit peu bizarres, ou c'était pas des questions classiques d'enfants de 3-4 ans. Ça fait un petit peu peur finalement, avec aussi des soucis d'endormissement le soir, parce que justement ces questions, ces interrogations dans la tête tournent en permanence, y compris le soir, encore plus finalement quand on est dans son lit et quand tout est éteint et quand on est censé normalement s'endormir. Et déjà à 4 ans, des problèmes pour s'endormir à cause des questions? Oui, même avant en fait. Et cette précocité peut très vite isoler. Dans sa chambre, Elijah rêve aujourd'hui à d'autres mondes. De la guerre des étoiles à celui de ces jeunes physiciens atypiques. Qu'est-ce qui te plaît par exemple dans le The Big Bang Theory, qui est une série, hein, c'est ça? Oui. La personnalité des personnages, genre comme Sheldon, Leonard et tout le reste. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils sont tous différents. Mais ils s'entendent bien. C'est des gens aussi un peu HP, tu penses? Oui. Le Sheldon, il a sauté 7 classes dans la série. Malheureusement, sauter des classes peut aussi, comme dans le cas d'Elijah, aggraver les problèmes sociaux. T'étais vu un peu comme le petit intello? Oui. Et ça, c'est gênant? À certains moments. Il y a certains moments où c'est mieux qu'autre chose, et d'autres où c'est plus dans le sens péjoratif qu'autre chose. Et c'est généralement au collège, les enfants sont plus moqueurs. Et toi, ça te faisait souffrir? Oui. Parce que ce que comprenaient comme étant de simples blagues, moi je ne voyais pas de cet angle. Il a été harcelé, il a été frappé physiquement, malmené physiquement. Il était très isolé. Et quand on est seul au collège, apparemment, c'est pas une force. Oh, je t'ai retrouvé, mon petit neutrino. Tu as cru pouvoir te cacher sous la forme d'une charge déséquilibrée, petit filou, si Retour à l'hôpital universitaire de Lyon. Deuxième grande découverte ici. Le cerveau des hauts potentiels serait plus connecté et plus efficace, mais pas forcément dans son ensemble. Une découverte qui doit encore être confirmée, mais qui pourrait expliquer pourquoi certains hyperconnectés s'en sortent mieux que d'autres. Ce qui est particulier à notre étude, c'est qu'on a étudié les différences entre deux groupes d'enfants au potentiel. Les enfants laminaires, qui n'ont pas de difficultés, qui ont peu de difficultés ou pas de difficultés, et puis les enfants complexes qui ont plus de difficultés sociales ou émotionnelles. Et là, on trouve des différences entre ces deux groupes. Les enfants laminaires ont plutôt une distribution de cette connectivité, de cette hyperconnectivité de manière homogène dans tout le cerveau. Eh bien, cette distribution est différente chez les enfants complexes. Un cerveau en or, mais parfois plus puissant d'un côté que de l'autre. Conséquence, des déséquilibres entre raison et émotion, par exemple. Et un moteur qui s'emballe facilement. Le profil complexe, qui est quand même le plus courant, celui qui présente une dysynchronie cognitive, bien celui-là, on va avoir plus d'inadaptation sociale, donc une grande intelligence qui va faire qu'à certains moments, ils vont être brillants et ils vont avoir des fulgurances, une pensée vraiment extraordinaire. Et puis à d'autres moments, on va avoir quelqu'un qui va être complètement inadapté socialement, qui va même présenter une certaine immaturité et qui va être en décalage par rapport à la société à laquelle il appartient. Ce décalage s'explique parfaitement par ce fonctionnement neurobiologique dont on vient de parler et qui va entraîner, avec un effet qu'on appelle l'effet domino,
incompréhension de l'entourage, difficultés scolaires, baisse de l'estime de soi. Et si on avait évité que le premier domino fasse tomber les suivants, eh bien, on était gagnant. Non, il n'y a pas que des génies ni des premiers de classe parfaitement épanouis. 2 tiers des enfants à haut potentiel intellectuel seraient en difficulté, voire en échec scolaire. C'est pourquoi de nombreux établissements spécialement adaptés voient le jour, comme ici, à Genève. On a des enfants qui font des phobies scolaires, qui veulent plus aller à l'école, qui ont mal au ventre, ou des enfants qui sont dans l'hyperréactivité et puis qui défoncent tous les murs et qui sont dans le rapport de force avec les enseignants. Et puis là, ça finit au clash inévitablement. Voilà, soufflez bien, gonflez votre ventre et soufflez. Vous écoutez simplement la musique. Et vous faites quelques grandes respirations. Fermez les yeux, Aurore. Allez, ferme tes yeux. Fermez vos yeux. Mettez-vous dans votre bulle à vous. D'accord? Pose tes mains tranquillement sur tes genoux. Les enfants HP sont souvent hyperactifs. En tout cas, il y a une hyperactivité au niveau cérébral. Et ils sont beaucoup dans leur cerveau. Donc, couper leurs émotions. Il y a pas mal de troubles associés, déficit d'attention, en tout cas difficultés de concentration et hyperagitation, etc. Donc le fait de faire de la méditation permet simplement à l'enfant de prendre conscience de ses émotions et qu'il ait aussi un corps, qu'il a aussi un corps qui parle et qu'il est nécessaire qu'il l'écoute pour pouvoir retrouver un certain calme et puis donc une meilleure concentration. 3 avec un 8. 3 dizaines et 2 unités, c'est combien? 3 dizaines et 2 unités. Donc là, on est dans quelque chose... Malgré de belles lumières, pas grand-chose d'élitiste. Premier objectif ici, redonner confiance à des êtres en souffrance. Un espace privé dans l'espace public afin de nuire à la personne. Est-ce que tu es vraiment dans un débat? J'avais toujours des mauvaises notes. Parce que tout le monde faisait du bruit et ça me déconcentrait. Et aujourd'hui, comment ça se passe? C'est un petit peu mieux. Et toi, c'est quoi que tu préfères à l'école? À l'école, c'est la récré, les maths, la science, l'orthographe et écrire. C'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Alors. Et le chat qui passe. Derrière. Qu'ils soient enfants ou adultes, les hauts potentiels intellectuels nous rappellent qu'il n'y a pas que les différences les plus visibles qui peuvent isoler. De l'aveu même de sa directrice, une telle école privée spécialisée ne devrait pas exister. Le fonctionnement atypique de ces enfants devrait être reconnu et intégré dans tous les établissements, d'où l'importance d'un dépistage précoce réalisé par des professionnels dès les premiers signes de souffrance. Ce dépistage est d'autant plus important chez les jeunes filles qu'elles semblent plus enclines à masquer leur haut potentiel et à intérioriser. Elles se suradaptent et n'hésitent pas à rajouter des fautes quand on les évalue pour se mettre au niveau du groupe. Pour prolonger la réflexion sur ce thème, 2 options, la page Facebook de 36.9 et l'interview complète que Christophe Ingard a réalisée de Monique de Kermadec, spécialiste des adultes surdoués, qui se trouve sur le site internet de l'émission rts.ch/santé. Merci d'avoir passé ce mercredi soir en notre compagnie. Toute l'équipe de 36.9 vous souhaite une très belle fin de soirée et le meilleur pour le reste de la semaine.